petit grand-père. J'ai vu à la télé le 70e anniversaire du débarquement en Normandie. Oh oui, un grand jour. C'était le 6 juin 1944. On en a fait un film, le jour le plus long. Et Aran, comment ça s'est passé? Ah, ma petite fille, je m'en rappelle comme si c'était hier. Écoute. Avant la Seconde Guerre mondiale, Rann est un paisible bourg de 1300 habitants, vivant essentiellement de l'agriculture et de l'artisanat. Son activité industrielle autour des forges avait périclité à la fin du 19e. En juin 1940, la peur précède l'arrivée des Allemands. Ils nous faisaient peur quand ils sont arrivés. Ils nous disaient qu'ils coupaient les mains au bois. Oh oui, mais non. Oh. C'est vrai qu'on a mis ça fait trop. Ils nous ont... Non, mais enfin, ils nous disaient quand même. On avait fait le cochon, nous. Alors, on pensait dans le temps, on mettait les saucisses, tout ça, on les mettait au-dessus de la cheminée pour qu'ils sèchent. Hein? Alors, on voit un Allemand qui arrive dans la cour, mais comme les gens nous avaient dit tant de mal des Allemands qu'il allait nous faire tant de mal, alors on avait une peur rouge. Ça fait, je vois ma grand-mère était à la maison. Alors, nos saucisses, il va nous prendre nos saucisses. Mais l'occupation se fera sans combat et se poursuivra avec des soldats de la Wehrmacht qui n'auront pas fait subir à la population d'exactions inutiles. Bien sûr, on subit ici comme ailleurs le manque de liberté, le rationnement de certains produits, les réquisitions. Vous vous souvenez des patrouilles pour le couvre-feu? Ah bah oui, des patrouilles. Il fallait que on mettait des... Papa avait fait des panneaux aux fenêtres, si vous voulez, qu'on mettait, il fallait pas avoir de lumière. Hein. Pas de véhicule. Mais il y avait comment l'épicier à Mont-Sochon, Sochon, le mécanicien agricole, là, il avait monté un gazeau sur sa voiture, puis il y avait quelques gazeaux à l'âne, comme ça. Claude aussi, je crois. Mais il n'y avait pas beaucoup de véhicules à rouler. Non, voiture à cheval. Oui. Le 6 juin 1944, un bruit sourd, continuel, et même des vibrations semblent indiquer qu'il se passe quelque chose d'important. Très vite, on apprend que le débarquement a eu lieu. Comment on n'aurait jamais lieu, il nous bourre le crâne avec ça. Et un jour, il est sorti un matin, on a entendu le grondement, on voyait le ciel vraiment en feu. On voyait le feu là, c'est incroyable. Papa dit, tiens, il y aurait pas de nouveau ce matin. On entendait un roulement.
On entendait un mouvement, mais comme mon beau-père lui avait fait les 2 guerres, il nous a dit, ça y est, ils ont débarqué. Oui, le 6 juin matin, 59, ça vous assure. Hein. Oui. On avait été avertis que comment c'était les sanglots longs des violons. Alors, on savait que, Donc vous saviez d'avance la signification de la phrase. que ça allait venir. Oh, 3 ou 4 jours avant. Les Allemands, aidés des collaborateurs français de la région, se font plus pressants sur les groupes locaux de résistants. Une des fonctions est de retarder les renforts allemands sur les lieux de combat près des plages du débarquement, avec le plan Tortue. La guerre des haies, dans le Cotentin, est sanglante et ne se termine que le 24 juillet. Le verrou d'Avranches ne sautera que le 31 juillet. Les Alliés opèrent un mouvement tournant autour des troupes allemandes, du Calvados et de l'Orne. C'est finalement du sud que Rann verra arriver les premiers Alliés en août 1944. Mais pour ce récit des jours terribles qui précèdent sa libération, nous laisserons la parole à l'abbé Lévesque. Âgé de 80 ans et curé de Rann depuis 1913, le témoignage d'un seul homme ne peut restituer de manière complète un pareil événement, mais l'abbé Lévesque fut certainement le mieux informé de ce qui s'est passé, étant une des rares personnes restées dans le bourg au plus fort des combats. Nous allons écouter son récit. Le 10 août, dans la soirée, l'aviation de chasse américaine avait déjà fait 11 victimes à Launay-Sorel. L'office fut célébré le samedi 12 et les corps déposés dans la chapelle du cimetière. La plupart étaient des réfugiés du Calvados. Et puis les autres morts, c'était des gens du Calvados, de Potigny. Ils sont venus se faire tuer ici. Ouais, voilà. Ils ont bombardé un convoi allemand, c'était un convoi de la Croix-Rouge. C'était des blessés, la majeure partie. Mais le convoi se situait comment, là, dans le village? Oui, là, ça a tombé dessus. Ils montaient le village. Oui, ça a tombé dessus. Parce que là, ils ont brûlé là, les Allemands, dans le petit coin. Le dimanche 13, je ne comptais que 12 fidèles à la messe. Le temps était couvert, la place de l'église encombrée de véhicules de toutes sortes. Dès les premières heures de la matinée, la population se réfugiait dans les villages. On a couché dans les fossés, dans la fougère. Ben, c'est là que j'ai dormi le mieux. J'ai dormi toute la nuit. Mais il y avait moi qui dormais. Hein. Donc là, nous sommes un peu au-dessus du village de la Barbelière. Environ 300 mètres. Et donc, c'est là que vous étiez réfugiés. Donc, puis là, il y avait du monde sur 200 ou 300 mètres. Ah oui, oui. On était 80 ensemble. 80 dans tout le chemin, là. Oui. Avec des réfugiés. Quelques Allemands. Puis les gens du village. Et puis quelques Allemands qui vous avaient rejoint là aussi. Oui. Pour se mettre à l'abri. Vers 16 h, les signes annonciateurs de l'avance alliée se manifestaient. Les chasseurs bombardiers survolaient à basse altitude le bourg, le Ménilangot, le Bisson, la Robillardière, la Forge et les Moulineaux. Des estafettes motocyclistes furent entendus, paraît-il, crier « Thomis ! Thomis !» Rann ne comptait guère qu'une quarantaine de défenseurs, soldats isolés, peu armés. Un canon était posté face à l'école des filles, un autre dans la charmille du presbytère. Pendant ce temps, une patrouille de l'avant-garde de la colonne américaine, 3e DB du général Patton, venant de Pré-en-Page. J'interromps quelques instants le témoignage de l'abbé Lévesque.
Il faut rectifier, ce n'est pas la 3e division blindée du général Patton qui se présente, mais c'est bien la division blindée du général Rose. Je laisse à monsieur l'abbé le soin de poursuivre son témoignage. Une patrouille de l'avant-garde de la colonne américaine, venant de Pré-en-Paille par Ciral, Carouge et le pont d'Atrelle, descendait la côte de la Bigotière et celle des Moulineaux. C'est entre 19h et 20h que les premiers éléments se présentent devant Rannes, faisant feu de toutes pièces. Bien qu'accueillis par des armes automatiques allemandes retranchées à cet endroit, des corps à corps furent livrés à l'orée du bourg, autour de l'école des filles, des maisons Gontier, Leroy et Coupry. 3 Américains sont tués. Renonçant à poursuivre leur progression par suite de cette légère résistance ennemie, le repli de cette avant-garde fut ensuite ordonné par les Américains. Le premier obus tomba à 20h15 sur la maison Néolé, bientôt suivi de plusieurs autres, y déterminant un commencement d'incendie. Un autre s'abattit près de l'église, criblant d'éclats le monument aux morts, défonçant la porte de la chapelle Saint-Laurent. Le soir, le bruit courut que les Allemands avaient donné l'ordre d'évacuer Rannes. Mais ni mon vicaire, ni moi-même ne voulions abandonner notre poste. Nous étions au centre du bourg et mieux placés qu'ailleurs pour porter à mes paroissiens les secours de la religion que l'on ne manquerait pas de venir nous demander au presbytère. Les familles, bloquées sur place, se réfugièrent dans leurs caves, et principalement dans celles voûtées du château. C'est à ce moment-là que Bernard était Oui, venu. Oui. On s'est encore levé le matin, on était dans la tranchée, on s'est encore levé. On a été secoués dans la tranchée tellement ça bombardait. Ben oui, forcément, il descendait. Et on en a sorti pour aller traîner nos vaches, le matin. Et on s'est remis aussitôt dans la tranchée. Et puis il était un petit peu loin, puis c'est là que... Il a sorti de la tranchée pour voir. Pour voir, oui. Ah oui, c'est juste à côté de la tranchée qu'il a... Oui. Oh, c'est dans... Ah, aux abords, c'est vraiment dans la tranchée. Parce que oui, c'est ça. aux abords. Ah ben, puis il y avait des avions, là, ça y allait, là. Il y avait une douzaine d'avions qui tournaient là. Ah oui. Et c'était 2 jours devant, je crois. C'était un matin, il était 5h du matin, 4h30, 5h, on était couché encore. J'entendais un roulement qui venait, je dis bon sang, sûrement les Américains qui viennent. Oui. Alors j'ouvre la fenêtre, oh putain, les Américains c'était des Allemands, avec des chars auto-blindés. Oui, ils prenaient tous les petits chemins, à la fin. Oui, ils prenaient ça, puis ils remontaient comme aller chercher à l'attaque peut-être un peu. Ils étaient dans les fossés de chaque côté pour la queue le lieu. Ils étaient au moins 200, au moins 200 Allemands. Ah oui, oui. Et ils remontent par Saint-Martin. Je réveille tout le monde. Il faut vous lever parce qu'il y avait du brouillard souvent. Les avions tournaient en dessus, mais tellement il y avait de brouillard, ils ne voyaient pas. J'ai dit, si le brouillard se lève, là, ils vont nous bombarder, ça, il n'y a pas de doute. Rien ne nous fut épargné pendant cette nuit du 13 au 14 août. Malheureusement pour nous, l'ennemi s'était ressaisi. Des renforts SS venant du front nord, renforts d'hommes et de matériel lourd, traversaient les différentes rues du bourg, au milieu des débris qui encombraient déjà les chaussées. C'est au début de la nuit du lundi 14 août que furent tués Monsieur Niepceron, Mesdames Poisson et Véron. Le docteur Samoyau, appelé par un soldat allemand, ne put que constater le décès et soigner toutefois Madame Niepceron. Je l'ai trouvée le 14 au matin, gisant sur le seuil de leur maison. Mon premier mouvement fut de rentrer par décence ces malheureux dans leur demeure. Mais les forces me manquèrent. Je sollicitai l'aide des Allemands qui passaient par là. Ils me la refusèrent en goguenardant. Ce ne fut que vers 14 heures, avec le concours de plusieurs bonnes volontés, que fut rendu à ces corps le plus élémentaire des devoirs. Vers 4 heures, les maisons Gentilles et Mourez, situées face à l'église, commencèrent à brûler. À l'aube,
la canonnade reprit avec violence, soutenue par une attaque des fameux double-queues. Au château, une torpille était tombée sur la ferme. Tous n'eurent que le temps de se réfugier dans la cave du fond. Les grandes caves jusqu'ici tiennent bon. De bonne heure, l'avancée alliée essaie de reprendre. Plusieurs tanks Sherman sont détruits autour de la ferme de la Bigotière. Les obus allemands pleuvent sur la route de Carouge, en provenance de la grande futée du champ de la Pierre. La réaction ne se fait pas attendre. L'aviation fait pleuvoir un déluge de feu sur cette vénérable avenue. Le feu prend sans cesse des proportions croissantes. Ça flambait partout. Surtout route de Carouge, là, puis la salle des fêtes actuelle, là, tout ça, toute la route des Couchers, la route de Vieux-Pont, tout flambait partout. C'est-à-dire que les maisons groupées, on brûlait forcément, c'était groupé. Mais les maisons individuelles après, il y en a qui ne sont pas brûlées. Pendant toute la journée du 14, les canons s'acharnèrent sur la commune, et notamment sur l'église et le presbytère, malheureusement voisins de l'école des garçons, où avait été constitué un dépôt de matériel et de munitions connu des Alliés. Dans l'après-midi, avec mon vicaire, j'avais procédé au déblaiement de l'église, dans l'intention d'y célébrer dignement la fête de l'Assomption, fête patronale. Rentrés au presbytère, nous avons la douleur de voir les incendies se développer sur tous les points à la fois. Le feu formait autour de l'église un cordon insatiable. Soudain, un fracas épouvantable couvrit le crépitement des flammes et m'arracha à cette horrible contemplation. Une bombe était tombée sur les dépendances du presbytère, creusant un immense entonnoir. Je savais que mon vicaire était au point de chute et j'eus aussitôt la conviction qu'il avait été tué. Je ne pus découvrir son corps. Ce ne fut que le lendemain que des ouvriers venus me seconder dans mes recherches aperçurent parmi la pierraille et les débris de toutes sortes le bout de la chaussure de mon affectionné vicaire. Il ne portait aucune blessure. La commotion avait seule causé la mort. Alors, je regagnai tristement ma chambre, sursautant à chaque nouvelle explosion qui se produisait autour de moi. Sans aucun répit, les avions survolaient Rannes pour rechercher l'ennemi, régler le tir et nous arroser de bombes ou de mitrailles. Aux environs de 20 heures, nouveau bombardement massif du château et du centre du bourg par les avions double-queue. On entend éclater les bombes. Une des dernières tombe sur un bâtiment appartenant à M. Chauvin, produisant la terrible catastrophe que l'on sait. Pour les obus, ils ont été tués. C'est une bombe qui a tombé, ça, c'est pas possible parce que. C'est un bâtiment tout neuf et puis. C'est pas des obus, c'est pas des obus, ils ont été tués, ils n'ont pas. Je me souviens, à l'entrée du bâtiment, il y avait un monsieur Simon qui était assis. On aurait dit qu'il dormait. C'est la déflagration qui l'avait tué, il a été arraché. Ça, moi, il y avait Jean qui avait un an de moins que moi. Nous étions très traumatisés par les morts à Rannes. À 23 heures, on vint me chercher pour administrer une personne grièvement blessée dans l'herbage voisin de la cour Galop. Je m'y rendis. Les balles sifflaient sans que je sache si elles étaient allemandes ou américaines. Je pus faire l'atroce bilan de la journée. 2 tués au Ménilangot et 11 tués dans les tables de M. Chauvin. La mairie, de plus, avait flambé avec toutes les archives communales. Le clocher, lui aussi, avait brûlé. Le jour, là, quand ces grenades a brûlé, le père Timon qui disait à Rannes, c'était féerique dans son horreur. Au château, durant la nuit, le feu avait pris des proportions inquiétantes du côté de la ferme et des communs. Le corps du bâtiment était menacé. Monsieur Claude Richard
parlait d'évacuer vers une tranchée du côté de la Brumanière. Ah oui, c'était un chemin creux qui était recouvert de broussailles, d'arbres qui se rejoignaient, ça fait un peu comme un tunnel, quoi. On était déjà à l'abri des avions. Le calme renaît peu à peu le mardi 15 août. Hélas, ce répit ne devait être que de courte durée. Le bombardement reprend plus violent que la veille. Les effets de souffle sont tels que les matelas attachés aux soupiraux du château ne peuvent résister. Certains groupes de la Wehrmacht se replient et sont remplacés par des SS. À 6 heures, en allant à l'église pour dire la messe, je rencontrai 2 personnes qui me conseillèrent de les suivre dans le chemin du Plessis. Je ne pus me résoudre à les accompagner. À l'église, j'étais seul. Je commençais l'office. Un peu avant l'offertoire, un obus s'abattit sur l'église, crevant la voûte. Les balles sifflaient autour de moi, les marches de l'autel étaient criblées. Or, vous savez qu'un prêtre ne peut, sans sacrilège, une fois dit l'offertoire, suspendre l'office divin, et comme je craignais d'être tué avant de l'avoir achevé, je me réfugiais dans la sacristie. Ils sont revenus de par la route de Carouge, du champ de la Pierre à venir ici, ils ont perdu 5 chars. Là, c'était plus pareil, les Allemands étaient revenus, ils avaient du matériel en face de... Et pour remettre, enfin je dis, les Américains ont perdu 5 chars, dont un à l'entrée du pays, là, juste en face de l'école. Les SS sont là, toujours courant en tous sens. Du château à la grille, les uns tirant des fenêtres du premier étage, d'autres de la cave. L'un d'eux, comme fou, lâche au hasard à l'intérieur une rafale de sa mitraillette. Personne, heureusement, n'est touché. Un autre monte dans un sapin et essaie de tirer sur les premiers éléments alliés qui pénètrent dans Rannes. Il est aussitôt abattu. L'Allemand qui était dans le sapin, il tirait sur les Américains qui débouchaient là-bas. Et puis les Américains ripostaient naturellement, il était tué, il est resté, peut-être 3-4 jours, il a tombé à la fin. Enfin, un plus jeune exhorte ses camarades à cesser un combat inutile et se défait de ses armes. Il est midi. Les chars défilent maintenant en force, dans un bruit et une poussière indescriptibles. De voir ça, mon Dieu. Alors, grand-père, vous deviez être content. La guerre était finie. Oh oui,
La guerre, oui. Mais alors... De retour dans le bourg, dans les jours qui suivent, les habitants de Rannes affrontent un spectacle de désolation. Leur bourg est détruit à 80%, faisant de nombreux sinistrés. Si le château, abritant de nombreux réfugiés dans ses caves, a fort heureusement résisté, les écuries et une partie des dépendances sont écrasées. L'église a tenu, même si sa toiture a été défoncée en plusieurs endroits. Aux vagues successives de bombardiers alliés qui ont déjà provoqué des destructions, s'ajoutent celles des obus américains avant le 15 août et ceux des Allemands le 16 août. Il y eut aussi la volonté des SS de brûler ce qui restait avant de partir. Au pillage allemand s'ajoutent ceux des gens du pays. À la messe du dimanche suivant la libération, l'abbé Lévesque exhorte ses fidèles à ne pas succomber au pillage. Je crois que le pillage a fait autant de mal. Il y en a qui ont des Allemands qui ont volé des choses ici. Parce qu'au bout de l'herberge aux vaches, il y avait eu 3-4 camions qui ont sauté et on a retrouvé dans les champs qui ont volé à côté, quoi, des cuillères aux parents. Plus dramatique encore est le bilan humain. Au moins 45 victimes civiles, dont de nombreux réfugiés du Calvados, auxquels il faut ajouter des dizaines de militaires des deux camps. Il y avait des militaires, des tués, qui étaient tassés comme des stères. Vous savez, j'avais le temps d'apercevoir ça, hein, et de réaliser. Et ben, ça avait dû faire des dégâts quand même. Très vite, la population se remet au travail. L'urgence est de déblayer, récupérer ce qui peut l'être et construire des abris provisoires. Beaucoup de baraquements sont rapidement montés, notamment sur la place de l'église pour les commerces. Jusqu'à ce qu'on reconstruise des baraquements pour faire ça à Rannes. Mais le pain a toujours été fait là pendant plusieurs années, jusqu'à ce que les boulangeries soient reconstruites. Et comme il y avait beaucoup de gens qui n'avaient plus de maison, il avait à sa disposition un camion, une camionnette et une moto, et il était chargé de ravitailler les gens. Il a été chercher dans les boîtes bagnoles des baraquements américains pour faire tous les baraquements sur la place du château. Quelle heure, Marcel? Je n'ai pas d'heure. Eh ben, on est plein le dos. Je crois bien qu'on n'est pas loin de nos 70 heures cette semaine. Ben oui, mais si on veut que les commerces reprennent... Il faut qu'on casse rapidement tous nos commerçants. À Rannes, comme dans beaucoup d'autres endroits, la résistance suscite bien des controverses. Elle est dirigée localement par le Mayennais Jacques Foccart, l'homme de l'ombre, qui devient, après la guerre, le grand conseiller de De Gaulle et des gouvernements suivants pour les affaires africaines. L'équipe Foccart fournit en bois la Tode de Saint-Malo. C'est une entreprise allemande chargée d'édifier des fortifications tout au long des côtes afin d'empêcher un débarquement. C'est le fameux mur de l'Atlantique. Au fait, t'es au courant? Quoi? Van Ardenne a été assassiné. Pas possible. Il a pourtant essayé de débrouiller bien du monde. Ah ça oui. Il était là pour permettre au père des cours de s'expliquer. Quand les Allemands sont venus pour réquisitionner sa belle autour. Ce commerce avec les Allemands sert de couverture à des actions de résistance. Renseignements, parachutage, redistribution d'armes, attaques ponctuelles d'Allemands, entre autres. Jacques Le Guernay, Fernand Fontelet, à des titres différents, le paieront de leur vie. Et il y avait les parachutages, et comme il y avait le bois de Brulevin, c'était facile de camoufler les conteneurs.
Mais il fallait les distribuer, ils ne pouvaient pas rester là. Donc ils s'arrangeaient soit avec un trompereau, soit avec ce qu'ils avaient comme moyen de transport, pour les mettre ici ou là. Hein. Et ceux-là, ils étaient transportés vers la motte Fouquet, enfin la motte de Joli-Plat. Et il n'a pas pu y aller parce qu'il y avait une vache à Bélé. Et comme les parents de mon époux, enfin d'André Guilloire, n'étaient pas au courant de rien. Et ils avaient 80 ans, les parents. Donc ils ne pouvaient pas s'en aller ce matin-là, il n'était pas possible. Et c'est Le Guernet qui y a été. Et c'est Le Guernet qui a reçu la charge de mitraillette. Hein, qui est mort 10 jours après, 24 ans. 26 ans exactement. Van Ardenne, diplomate belge réfugié à Rannes, parlait allemand. Pour cette raison, il a souvent servi d'interprète entre les Rannais et les occupants. Beaucoup ont fait appel à lui pour les débrouiller dans des affaires, notamment l'équipe de Foccart. Le 1er septembre 1944, 2 semaines après la libération, arrêté au bois Hamon, François Van Ardenne est retrouvé criblé de balles à Louget-sur-Mer. La justice n'arrivera pas à élucider l'affaire, même si beaucoup de Rannais semblent savoir. Le père Guédreau avait pris une jument et il l'avait réquisitionnée. Alors, il fallait l'amener à la commandature. Je crois que c'était à Croix-Rouge dans ce temps-là. Mais si je retrouvais son nom. Il a été assassiné à Rouget. Van Ardenne. Et il faisait des papiers. Il avait fait un papier à mon beau-père, comme quoi que son fils était parti, qu'il était seul, qu'il avait besoin de sa jument. Et il a ramené la jument. C'était pas net. Et les hommes de Rannes, ils étaient tous partis à la guerre. Quand est-ce qu'ils sont revenus? Ils n'étaient pas tous partis. Certains étaient trop âgés ou trop jeunes, comme moi à l'époque. Quant à ceux qui sont partis, tous ne sont pas revenus. Regarde, là-bas, c'est le gars Pierre. Il en a une mine. Viens, on va le voir. Alors, Pierre. Si vous saviez comme c'est bon d'être là. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Je peux pas vous le dire. C'est trop dur. Mais je reconnais plus rien. Même plus la mairie. Pierre Lemierre revient de Dachau en mai 1945 et Solange Le Tissier revient de Ravensbrück. Elle deviendra sa femme. Toute la famille de Solange est arrêtée 1 an plus tôt en Mayenne et reviendra de divers camps. Mais plusieurs déportés de Rannes ne reviendront jamais. Quand il est arrivé, maman était toute seule. Ah oui. Et il n'était pas là. Et je ne sais pas pourquoi, il est arrivé. Et ben à ce moment-là, ils ont pris papa à part. Et ils sont même allés dans un bâtiment à côté, puis ils l'ont battu. Ils tapaient dessus, et on entendait bien. Et bon, quand il est ressorti, ben, ils l'ont emmené. Et maman lui a dit, on prend quand même ta veste. Et puis, ben voilà, il est parti. Les prisonniers et les hommes réquisitionnés pour le STO, service au travail obligatoire en Allemagne, rentrent eux aussi après une longue captivité. Mais les tortures, ça consistait à... On a entendu des prisonnières nous dire... Il y avait le supplice de la... il est pendé dans le hall de la prison, les mains derrière le dos. Il est pendé par les menottes. Et puis il est frappé jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Puis quand ils s'évanouissaient, ils leur jetaient un seau d'eau. Et puis quand ils étaient revenus à eux, ben, ils recommençaient. À l'inverse, les prisonniers allemands doivent, eux, rester à travailler en France. À Rannes, plusieurs seront employés chez des artisans ou dans des fermes. Pour eux, aux 4 années de guerre, viennent s'ajouter plusieurs années supplémentaires comme prisonniers. Pendant des années, des familles allemandes recherchent dans la région, et notamment à Rannes, un père, un frère, un oncle, enterrés souvent à la hâte, dans des conditions ne permettant pas facilement l'identification.
Il nous a même été rapporté qu'aux portes de Rannes, un soldat allemand, blessé, ait été enterré vivant. Oui, il y a eu une quarantaine de morts, mais des blessés, il y en avait beaucoup, de transporter dans tous les hôpitaux militaires qu'ils avaient montés, quoi. Tout à l'heure, j'ai entendu parler d'abri provisoire. Alors, vous aviez plus une maison? Oh, il a fallu se retrousser les manches. Il faut pas mollir. Cet îlot doit être inauguré dans 3 mois. Bah oui, mais tout le monde voudrait qu'on commence par sa maison. Et puis tout le monde voulait qu'on lui refasse un palais. Les ouvriers travaillent 11 heures par jour, 6 jours sur 7. On profite de cette reconstruction pour améliorer la circulation. L'emplacement de la mairie devient rond-point. L'axe La Ferté-Argentan est déplacé et élargi. La mairie trouve place dans le château racheté par la commune en 1947. Monsieur Bernadac, je voulais vous voir. Pour ma devanture, il faudrait du bois. Mais monsieur Sochon, vous êtes quincaillier serrurier. Justement, c'est pour ça que je veux du bois. En 2014, la devanture de monsieur Sochon est toujours en place, mais plus les devantures métalliques. À la télé, le 6 juin, j'ai vu notre président de la République. Est-ce qu'il va venir à Rannes? Non, ça n'est pas prévu. Mais tu sais qu'en 1945, un homme important est passé chez nous. Eh, il paraît que De Gaulle vient dans le secteur. Il doit même passer à Rannes. Eh ben, on va voir s'il est aussi grand que dans le journal. Effectivement, dans les mois qui suivent la libération de la Normandie, puis des autres régions, le général chef du gouvernement provisoire entreprend quelques visites. Le 10 juin 1945, un mois après l'armistice, venant de Briouze et se dirigeant sur Argentan, De Gaulle passe à Rannes. Le général De Gaulle est passé par Rannes, mais comme un météore. Et alors, je m'en faisais une fête, moi, nous habitions la Robie, forcément, et je disais, oh là, le général De Gaulle arrive un dimanche, je me souviens, et alors, Marthe venait d'accoucher, il fallait que j'aille traire les vaches. Alors, moi, j'ai été amenée à partir, et puis je pleurais, parce que je n'allais pas voir j'avais peur de rater le général De Gaulle. Grand-père, j'ai faim. Tu me donnes un gâteau, s'il te plaît? Oui, tiens. Ça me fait penser qu'après la libération... L'approvisionnement fait encore cruellement défaut pendant des mois, mais le commerce a repris. Les tickets de rationnement continuent pour l'alimentation, les vêtements et autres produits. Heureusement, comme beaucoup d'autres bas-normands qui ont payé un lourd tribut pour la libération de la France et de l'Europe, les Rannais vont bénéficier de la solidarité tout d'abord de la Croix-Rouge, notamment en alimentation, vêtements et même en meubles venant du Nord. Rannes peut compter aussi sur la solidarité d'une ville américaine dans le cadre du plan Medway, qui établit un jumelage entre une ville d'outre-Atlantique et une ville française sinistrée. Même si l'aide arrive plus tardivement en 1948, après la constitution d'un dossier, elle sera appréciable et appréciée matériellement et moralement. Pour Rannes, notre bienfaitrice sera la ville de Keene, dans le New Hampshire.
Merci, grand-père, d'avoir répondu à toutes mes questions. De rien, ma petite fille. Ça m'a fait plaisir que tu t'intéresses à l'histoire de Ran. Alexis aussi s'est intéressé comme toi. C'est qui, Alexis? La guerre a des prolongements lointains, parfois inattendus et heureux. Alexis, adolescent, vient en vacances à Rannes dans sa famille. Passionné par la Seconde Guerre mondiale, il parcourt Rannes en tous sens, interrogeant témoins et historiens, prospectant les moindres restes matériels, prenant conscience que ceux qui étaient venus libérer notre pays n'étaient guère plus vieux que lui. Il veut en savoir plus sur ses soldats, et notamment l'aviateur, dont l'avion s'est écrasé près de l'ancienne gare, route de Carouge. Son inlassable et longue recherche aboutit. Le second lieutenant, Santo Djamalva, est bien le pilote dont le Thunderbolt P-47 s'est écrasé au Ménilango le 14 août 1944. Alexis n'a de cesse de remuer le village et la municipalité pour qu'il soit honoré. Et c'est chose faite le 14 août 2009. Une grande cérémonie a lieu pour l'inauguration d'une stèle à la mémoire de l'aviateur de 23 ans qui a donné sa vie pour notre libération. À travers lui, Rannes honore les dizaines de soldats alliés morts sur son territoire et sur la route menant à Fromentel dans un combat d'une extrême violence, précédant de peu l'encerclement complet des troupes allemandes dans la poche de Chambois et la fin de la bataille de Normandie. Il paraît que la guerre, c'est comme l'amour, ça fait des héros et des imbéciles. Faut y penser. Faut pas oublier. Oui, c'est un petit peu aussi Faut pour ça. pardonner. Faut avoir bonne conscience. Oui. Ça fait plaisir d'en parler, tiens. Oui. J'ai l'impression que je suis en train de me détendre. Dis, grand-père, avant, quand tu parlais des Allemands, tu disais les Boches. Maintenant, tu les aimes bien. Tu as même des amis à Imre-Leuven. Oui, mais les différents échanges entre nos deux communes ont permis la réconciliation des peuples. D'abord, un premier échange important qui a été effectué grâce à un des anciens déportés de Rannes, justement Pierre Lemierre. Il était président des maisons familiales de l'Orne. Ces échanges durent toujours. Puis Gérard Bélanger, alors directeur de l'école primaire de Rannes, a organisé en 1970 une rencontre sportive entre les élèves, ce qui ouvrira la porte vers une longue et fructueuse série d'échanges. Il sera à la base d'un comité de jumelage. Les gens de la commune et des environs, les pompiers, tous s'investissent. La présidence sera reprise par Yves Le Cléache depuis 1984, avec une période transitoire de 4 ans assurée par Arlette Claude. Ces échanges sportifs, culturels et même scolaires ont permis de reconstruire des relations humaines. Tu vois, quand les témoins de cette guerre auront disparu, il est important de perpétuer ces rencontres pour entretenir de vraies valeurs, avec comme principal objectif de ne plus avoir de conflits. Alors, grand-père, c'est la fête quand on se retrouve. Oh oui, comme tu le vois.